Le tableau noir renvoyait une surface intimidante, maculée de craies blanches, comme une cicatrice géométrique. Au centre, l'équation s'étirait, complexe, ses symboles mathématiques se tordant en une arabesque illisible pour la plupart. Une flèche acérée, tracée par le professeur Moreau, pointait directement vers le jeune Arthur, statufié devant ses camarades, le dos voûté par le poids de tous ses regards. La classe retenait son souffle, les rires étouffés, mais les murmures, eux, continuaient de s'échapper, cinglants comme de fines aiguilles. Chaque bruit, chaque frôlement de cartable résonnait dans les oreilles d'Arthur avec une acuité douloureuse, transformant la salle de classe en une chambre d'écho assourdissante. Le professeur Moreau, massif, les bras croisés sur sa chemise à carreaux, son regard perçant figé sur Arthur, attendait. Son silence n'était pas une invitation à la réflexion, mais une forme d'exécution lente, une mise à mort sociale orchestrée devant une audience captive. Arthur fixait le tableau, non pas l'équation elle-même, mais la texture de la craie, ses minuscules aspérités, les résidus de poudre fine qui flottaient encore dans l'air, imperceptibles pour les autres. Son cerveau, lui, cataloguait chaque détail, chaque reflet de lumière sur la surface terne, tentant de trouver un sens à ce chaos visuel et sonore qui l'assaillait. Un élève ricana, un son sec et aigu qui percuta Arthur comme une pierre lancée. Il ne réagit pas extérieurement, mais son monde intérieur vacilla. Ses mains, invisibles, étaient serrées dans les poches de son pantalon, ses ongles s'enfonçant légèrement dans la paume de ses mains, un ancrage silencieux dans la tempête émotionnelle qui le submergeait. La chaleur montait à son cou, une sensation désagréable, tandis que son visage restait impassible, comme sculpté dans le marbre. Il sentait les yeux brûlants de ses camarades sur lui, percevant leur curiosité mêlée de moquerie, leur attente d'une défaite annoncée, et ce poids l'écrasait davantage. Moreau, d'une voix grave et posée, rompit le silence. « Alors, Arthur, toujours dans la lune? Cette équation est pourtant digne d'un élève de votre niveau, n'est-ce pas? Ou peut-être n'êtes-vous pas à la hauteur de la tâche ?» Chaque mot était un coup de marteau, résonnant avec une ironie mordante dans l'acoustique médiocre de la salle. Le professeur, visiblement agacé par l'immobilité d'Arthur, s'avança d'un pas, son ombre projetée sur le tableau, recouvrant l'équation comme un voile sombre. La tension était palpable, lourde, suffocante. Arthur, lui, était ailleurs, ses pensées s'éloignant des symboles arithmétiques, pour se concentrer sur l'odeur du détergent qui imprégnait le sol, un parfum chimique et entêtant qui envahissait ses narines, lui rappelant les couloirs froids de l'école, le matin. Il tentait de se raccrocher à cette sensation familière, de s'y blottir, pour échapper à l'humiliation qui le submergeait. Ses yeux pourtant scannèrent la formule, non pas pour la résoudre consciemment, mais pour y trouver un motif, une symétrie cachée, une mélodie mathématique que son esprit percevait de manière intuitive, bien au-delà de la simple logique. Moreau soupira, un souffle las mais chargé de déception, un son qui traversa la pièce et se planta comme un couteau dans le cœur d'Arthur. « Je vois que je vous surprends, Arthur. Ou peut-être est-ce moi qui suis surpris par votre passivité. » Le mot « passivité » résonna comme une sentence, un jugement définitif sur son incapacité perçue. La sonnerie, ce bourdonnement strident et libérateur de la fin de la récréation, semblait si lointaine, si inaccessible. Arthur resta planté là, immobile, le poids du monde sur ses épaules, figé dans cette scène d'injustice, un prisonnier silencieux de son propre esprit. Arthur, à 12 ans, était une énigme emballée dans des vêtements légèrement trop grands, souvent froissés, comme si chaque matin, ses gestes l'avaient précipité hors du lit, sans réelle attention pour l'ordre des choses. Ses cheveux bruns, coupés courts mais indomptés, formaient une sorte de casque terne autour d'un visage pâle, souvent tourné vers l'intérieur. Ses yeux, d'un bleu profond, étaient à la fois perçants et lointains, comme s'ils observaient un monde que lui seul pouvait distinguer, un kaléidoscope de formes et de lumière que les autres ne faisaient que deviner. Il ne regardait jamais vraiment les gens dans les yeux, préférant scruter leurs mains, les motifs de leurs vêtements, ou un point invisible au-dessus de leur épaule, une habitude qui était souvent interprétée comme de l'indifférence ou de la défiance. Son corps était fin, presque frêle, et ses mouvements, lorsqu'il se déplaçait, manquaient parfois de fluidité comme un automate légèrement désynchronisé. Ses mains étaient souvent agitées de tics nerveux, frottant sans cesse ses pouces contre ses index,
un mouvement répétitif et apaisant qu'il effectuait inconsciemment, surtout lorsqu'il était soumis à un stress ou à une surcharge sensorielle. Ce geste discret mais constant était son seul réconfort visible dans un environnement qu'il percevait comme agressif, bruyant et imprévisible. Il avait cette façon de se recroqueviller sur lui-même, de se faire le plus petit possible, comme pour disparaître du champ de vision de tous. Dans sa tête, le monde était une immense base de données, chaque information méticuleusement classée, étiquetée, analysée. Un mot prononcé résonnait dans son esprit en une série de sons complexes, de fréquences, de résonances. Un visage n'était pas seulement un ensemble d'expressions, mais une symphonie de micro-mouvements musculaires, de légères rougeurs, de variations de la taille des pupilles. Cette hyperperception, si elle lui conférait une compréhension singulière du monde, était aussi une source constante d'épuisement, transformant la vie quotidienne en une avalanche ininterrompue de stimuli qu'il peinait à filtrer et à organiser. Les bruits ordinaires de la salle de classe, le grincement d'une chaise, le froissement d'un cahier, les chuchotements étouffés, étaient pour lui une cacophonie assourdissante, des attaques constantes contre son système auditif ultra-sensible. C'est pourquoi il se figeait, se repliait pour minimiser cette agression sensorielle. Il se réfugiait dans ses pensées, où les nombres dansaient avec une élégance parfaite, les motifs géométriques se formaient avec une logique implacable, et les équations complexes se résolvaient d'elles-mêmes, comme des énigmes qui se dénouaient dans le silence apaisant de son esprit. C'était là son véritable refuge, son sanctuaire. Il portait un intérêt profond et quasi obsessionnel aux cartes géographiques, au point de mémoriser les capitales, les fleuves et les chaînes de montagnes de tous les pays du monde, avec une précision étonnante. Ce n'était pas une simple collection de faits, mais une manière de construire un ordre, de comprendre les interconnexions, de maîtriser un monde qui, à l'extérieur, lui paraissait chaotique et imprévisible. Chaque ligne, chaque couleur sur une carte était une source de fascination, une invitation à explorer des territoires inconnus sans jamais avoir à quitter la sécurité de sa chambre ou de son esprit. Son autisme, jamais explicitement nommé par les adultes qui l'entouraient, mais toujours sous-entendu par des murmures ou des regards embarrassés, était une part intrinsèque de qui il était, pas une maladie à guérir. C'était la lentille à travers laquelle il voyait le monde, la mélodie qui accompagnait ses pensées, la logique qui structurait son être. Il ne cherchait pas à être différent, il l'était, et cette différence, qui était pour d'autres une source d'incompréhension et d'exclusion, était pour lui la source d'une richesse intérieure insoupçonnée, d'une intelligence vive et d'une sensibilité exacerbée qu'il gardait précieusement cachée, loin des jugements et des attentes du monde extérieur. L'école Sainte-Marie, bâtie dans les années 70, portait le poids des décennies sur ses murs de briques rouges, fissurés par endroits, comme les rides sur un visage fatigué. Ses couloirs, éclairés par des néons jaunâtres, résonnaient des cris d'enfants, un chaos sonore amplifié par les dalles de lino usées et les casiers métalliques qui grondaient à chaque fermeture. C'était un établissement public de province, ancré dans un quartier populaire, où les ressources étaient limitées et la pédagogie, souvent, se limitait à la transmission de savoirs standardisés. L'individualité, la différence, y étaient aperçues comme des anomalies, des perturbations dans un système conçu pour la masse, l'uniformité. Monsieur Moreau, le professeur de mathématiques, incarnait cette rigidité. La cinquantaine passée, il avait derrière lui des décennies d'enseignement, une carrière forgée dans le moule d'une pédagogie frontale et exigeante. Pour lui, les mathématiques étaient une discipline de fer, sans fioriture, où chaque élève devait s'adapter à la méthode, et non l'inverse. Il voyait Arthur comme un enfant lunatique, dispersé, un élève qui, malgré des flashs de génie occasionnels, refusait de se plier aux règles, de s'intégrer à la cadence collective. Son agacement n'était pas malveillant, mais le fruit d'une incompréhension profonde, d'une incapacité à saisir la logique différente qui animait Arthur. La directrice, Madame Dubois, incarnait une forme de bienveillance teintée de résignation. Elle avait le visage marqué par les responsabilités, les budgets serrés, les plaintes des parents et le manque de personnel. Elle savait qu'Arthur était différent, avait consulté des rapports psychologiques éparses, mais face à l'ampleur des besoins et la rareté des outils adaptés, elle se sentait impuissante. Sa solution se résumait souvent à demander au professeur d'être plus patient, une directive vague et insuffisante qui ne changeait rien à la réalité quotidienne d'Arthur,
ni aux préjugés qui persistaient dans la salle des profs. À la maison, la situation n'était guère plus simple. Les parents d'Arthur, ouvriers, vivaient avec la peur constante de ne pas être à la hauteur, de ne pas comprendre ce fils si particulier. Sa mère, Valérie, essayait d'établir des routines strictes, persuadée que l'ordre apaiserait son fils. Mais ses efforts se heurtaient souvent aux sensibilités d'Arthur, à son besoin de rituels propres, souvent incompréhensibles pour elle. Son père, Jean-Luc, silencieux et maladroit, se réfugiait dans son travail, incapable de briser le mur de silence qui s'était érigé entre eux et leur enfant, ne sachant comment exprimer son amour et sa frustration mêlée. Les interactions en classe étaient un balai incessant d'incompréhension. Lorsqu'Arthur se mettait à fixer les motifs du carrelage, pendant qu'un exercice était expliqué, Moreau y voyait de l'insouciance, un manque de respect. Lorsqu'il répondait à une question avec une logique déconcertante, sortant du cadre attendu, ses camarades chuchotaient, se moquaient de son originalité, et le professeur le reprenait, exigeant une réponse normale, une conformité qui lui était étrangère. Chaque interaction était une occasion manquée de connexion, une preuve supplémentaire de la distance abyssale qui séparait le monde d'Arthur de celui de ses pairs et de ses éducateurs. Le système scolaire, conçu pour une majorité, devenait une prison pour les esprits singuliers comme celui d'Arthur. Les évaluations standardisées ne captaient qu'une infime partie de son intelligence, laissant dans l'ombre ses capacités uniques de raisonnement, sa mémoire prodigieuse et sa manière singulière de percevoir les liens entre les choses. L'école, loin d'être un lieu d'épanouissement, était devenue pour Arthur un espace d'étouffement où son potentiel était ignoré, son individualité réprimée, et où la reconnaissance de sa valeur se faisait attendre, piégé par des structures rigides et des mentalités hermétiques. Arthur avait des éclairs de lucidité qui laissèrent les adultes pantois, bien que souvent incapables de les interpréter correctement. Un jour, lors d'un cours d'histoire, alors que le professeur tentait vainement de faire comprendre les concepts de proportion et d'échelle en cartographie, Arthur, sans un mot, avait pris une feuille et dessiné une carte du monde d'une précision étonnante, replaçant chaque continent, chaque pays, avec une exactitude troublante. Il avait même ajouté des détails géographiques que personne n'avait mentionnés, comme des dépressions océaniques ou des chaînes de montagnes mineures. Ce fut une brève manifestation de son esprit, vite balayée par l'enseignant qui, déconcerté par tant d'originalité, lui avait demandé de se concentrer sur l'exercice donné à l'ensemble de la classe, ignorant ce signe évident de surdouance spatiale et mémorielle. Un autre signe de son talent se manifestait lors des cours de sciences. Pendant que les autres élèves peinaient à saisir les principes de la physique élémentaire, Arthur restait silencieux, absorbé. Puis, d'un coup, il posait une question si pertinente, si en avance sur le programme, qu'elle laissait l'enseignant sans voix. Une fois, il avait demandé si la gravité pouvait être influencée par des champs magnétiques intenses, un concept bien au-delà de ce qui était enseigné en collège. Le professeur, un peu agacé par ce qu'il percevait comme une tentative de déstabilisation, avait répondu par une boutade, minimisant la curiosité profonde d'Arthur, la reléguant au rang de simple excentricité. Ses compétences en calcul mental étaient également phénoménales. Face à des problèmes mathématiques complexes, tandis que ses camarades sortaient leur calculatrice, Arthur restait immobile, ses yeux fixant un point invisible. Quelques secondes plus tard, il murmurait la réponse exacte, sans jamais pouvoir expliquer comment il l'avait obtenue. C'était une intuition pure, une sorte de vision interne des nombres qui s'organisaient d'eux-mêmes dans son esprit. Mais cette rapidité, cette absence de méthode explicable, dérangeait les professeurs qui y voyaient un manque de rigueur ou même de la tricherie, plutôt qu'une capacité cognitive hors norme. Les efforts de sa mère pour attirer l'attention des enseignants sur les aptitudes d'Arthur se heurtaient à un mur. Lors des rendez-vous parents-professeurs, elle mentionnait ses connaissances encyclopédiques sur des sujets variés, sa capacité à construire des modèles complexes avec une précision d'ingénieur ou sa mémoire photographique. Mais les enseignants la rassuraient avec des phrases toutes faites, parlant de phases de développement ou de besoins d'intégration sociale, réduisant ses talents à de simples curiosités, sans jamais envisager qu'ils puissent être le reflet d'une intelligence exceptionnelle, juste exprimée différemment. Ces manifestations de son génie étaient souvent accompagnées d'une gêne sociale notable,
Arthur ne cherchait pas à impressionner, ni à se faire valoir. Ses interventions étaient spontanées, presque involontaires, dictées par une logique interne qui ne pouvait être contenue. Une fois son observation faite, ou sa réponse donnée, il se repliait sur lui-même, comme s'il regrettait d'avoir brisé le silence, d'avoir attiré l'attention sur lui. Cette absence de désir de reconnaissance renforçait l'idée chez les adultes qu'il était ailleurs, qu'il manquait de motivation, alors qu'en réalité, son monde intérieur était en constante ébullition créative. Ainsi, son potentiel restait largement inexploité, un trésor caché sous une couche de malentendus. Chaque étincelle de son génie était éteinte avant de pouvoir éclairer. Chaque preuve de son intelligence unique était interprétée à travers le prisme de la normalité, niée ou simplement ignorée. L'école, loin de cultiver ses talents, contribuait à les enfouir faute de comprendre comment interagir avec un esprit qui ne cadrait pas avec les attentes standardisées, laissant Arthur seul avec ses fulgurances incomprises et sous-estimées dans un système qui ne savait pas les accueillir. L'isolement d'Arthur n'était pas un choix, mais une conséquence inévitable de son incapacité à naviguer dans les codes sociaux complexes de la cour de récréation. Tandis que les autres enfants formaient des groupes bruyants, riaient et couraient, Arthur se tenait souvent à l'écart, appuyé contre un mur, les yeux perdus dans les motifs aléatoires du ciment, ou bien assis sur un banc, observant les fourmis s'organiser sur le sol. Les tentatives de ses camarades pour l'inclure étaient rares et maladroites, souvent suivies de moqueries lorsque ses réactions étaient perçues comme étranges ou incompréhensibles. Cette solitude, bien que parfois apaisante dans son silence, était aussi une douleur sourde, un rappel constant de sa différence. La douleur de ne pas être compris s'accumulait, silencieuse, dans les recoins de son esprit. Chaque regard dérouté, chaque soupir agacé, chaque rire étouffé était une petite piqûre qui s'ajoutait aux précédentes, formant une constellation de souffrances invisibles. Arthur avait appris à masquer ses émotions, à ériger un mur d'impassibilité pour se protéger. Mais derrière cette façade, son monde intérieur était un tourbillon de sensations intenses, d'émotions brutes qu'il ne savait comment exprimer et qui se manifestaient parfois par des rituels auto-apaisants, comme le balancement léger ou le frottement de ses doigts. Pour échapper à cette surcharge émotionnelle et sensorielle, Arthur se réfugiait dans ses mondes intérieurs. Les livres de science, les encyclopédies, les atlas devenaient ses seuls amis, des compagnons silencieux qui ne jugeaient pas, qui offraient une logique et un ordre là où le monde réel n'était que chaos. Il pouvait passer des heures à étudier les trajectoires des planètes, les fonctions trigonométriques ou la classification des espèces, se perdant dans la beauté structurée de ces systèmes, un contraste apaisant avec l'imprévisibilité des interactions humaines qui l'épuisait tant. Le contraste entre son intelligence fulgurante et le rejet constant qu'il subissait devenait de plus en plus flagrant. Il comprenait des concepts complexes que les adultes peinaient à saisir, résolvait des problèmes qui laissaient ses professeurs perplexes, mais était incapable de nouer des liens sociaux simples, de répondre à une question directe sans un temps de latence déroutant. Cette dichotomie, cette contradiction apparente entre ses capacités intellectuelles et ses difficultés relationnelles, était la source principale de l'incompréhension des adultes, qui voyaient en lui un enfant à problème plutôt qu'un esprit brillant ayant besoin d'un cadre adapté. Ces rituels devenaient plus prononcés à mesure que la tension augmentait. Avant d'entrer en classe, il comptait les marches de l'escalier, toujours le même nombre, une manière de contrôler une petite partie de son environnement. À son bureau, il alignait ses stylos avec une précision obsessionnelle, créant un ordre miniature dans le désordre ambiant. Ces gestes répétitifs, souvent perçus comme des obsessions ou des manies, étaient en réalité ses béquilles, ses ancres dans un monde qu'il trouvait chaotique et imprévisible, des moyens de réguler un système nerveux constamment en alerte face aux stimuli extérieurs. La solitude d'Arthur était un poids lourd qu'il portait chaque jour, aggravé par la conscience aiguë de sa propre singularité. Il savait qu'il était différent, qu'il percevait le monde d'une autre manière, mais ne comprenait pas pourquoi cette différence devait entraîner une telle exclusion. Au fond de lui, un désir profond de connexion existait, étouffé par la peur du jugement et la difficulté à initier le contact. Il se retirait non par choix mais par nécessité de se protéger d'un environnement qui ne savait ni le comprendre, ni l'accueillir pleinement,
le laissant prisonnier de sa propre brillante mais isolée conscience. Ce jour-là, la tension dans la salle de classe était palpable, plus dense que d'habitude, comme un orage qui se prépare. Moreau, exaspéré par ce qu'il considérait comme l'indifférence d'Arthur, avait décidé de frapper un grand coup. Il avait délibérément choisi un problème de géométrie particulièrement ardu, un de ceux qui piégeaient systématiquement les meilleurs élèves, et l'avait projeté au tableau, les traits noirs des figures se détachant sur le fond blanc. « Très bien, Arthur. Puisque vous semblez ailleurs, peut-être que cet exercice aura l'obligeance de retenir votre attention. Venez au tableau et résolvez-le. Maintenant. » Le ton n'admettait aucune réplique. Arthur sentit une vague de chaleur monter à son visage. Ses mains se mirent à trembler légèrement, un mouvement à peine perceptible, mais qui trahissait son anxiété croissante. Il détestait être le centre de l'attention, être mis au défi de cette manière frontale, car cela le déstabilisait profondément. Il se leva de sa chaise avec une lenteur calculée, ses gestes paraissant lourds et hésitants. Chaque pas vers le tableau était un supplice, une exposition forcée de sa vulnérabilité devant les regards de ses camarades, qui, curieux, suivaient la scène avec un mélange d'appréhension et d'excitation. Arrivé devant le tableau, Arthur attrapa la craie, son contact rugueux et sec lui procurant une sensation désagréable. Il resta figé, le dos tourné à la classe, les yeux rivés sur le problème. Le silence devint assourdissant, amplifié par les battements précipités de son propre cœur. Les chuchotements avaient cessé, remplacés par une attente collective. Moreau, les bras croisés, un sourire à peine esquissé sur les lèvres, savourait ce moment, convaincu qu'Arthur allait enfin être confronté à son incapacité à s'adapter, à sa prétendue négligence. Il voyait là une leçon nécessaire. Les secondes s'étirèrent, lourdes et interminables. Arthur ne bougeait pas. Les moqueries, d'abord silencieuses, commencèrent à monter. Un élève toussa, un autre renifla bruyamment. Des rires étouffés se firent entendre. L'humiliation se frayait un chemin, insidieuse et cruelle. Moreau, perdant patience, tapa du pied. « Alors, Arthur, on attend un miracle? Ou allez-vous enfin admettre que vous n'avez pas écouté ?» Sa voix, pleine d'ironie, porta le coup de grâce à la dignité déjà fragile du jeune garçon. Arthur serra la craie dans sa main, son corps se raidissant. Ses yeux balayèrent l'équation, non pas pour chercher une solution dans l'urgence, mais pour décomposer les formes, les lignes, les angles. Son esprit, malgré la pression, cherchait un motif, une symétrie cachée, une logique intrinsèque que seul lui pouvait percevoir. La peur le submergeait, mais au plus profond de lui, une autre force commençait à se manifester, une résistance silencieuse à l'injustice, la nécessité de faire entendre sa vérité, même si elle devait s'exprimer de manière inattendue. L'air vibrait de la tension accumulée. Le professeur Moreau s'apprêtait à intervenir de nouveau, à humilier Arthur devant toute la classe pour clore cette séquence qu'il avait lui-même orchestrée. C'était un point de non-retour, un moment où la situation semblait désespérée pour Arthur, coincé entre l'attente moqueuse de ses pairs et l'autorité implacable de son professeur. La scène était figée, chargée d'une émotion brute, prête à basculer vers une humiliation totale ou contre toute attente vers un renversement surprenant porteur d'une révélation inattendue. Alors que les rires commençaient à gronder et que Moreau ouvrait la bouche pour un commentaire cinglant, quelque chose changea dans le regard d'Arthur. Son corps, jusque-là figé, se détendit imperceptiblement. Son regard, qui semblait absent, se posa sur l'équation avec une intensité nouvelle, une concentration absolue. Le bruit de la classe, qui l'avait assailli jusque-là, s'estompa, remplacé par un silence interne profond, un espace où les nombres et les figures prenaient une clarté limpide. Il ne voyait plus un problème, mais un ensemble de relations, une structure élégante qui se révélait à lui, non par calcul, mais par une compréhension intuitive et fulgurante. Sans un mot, Arthur leva la craie et commença à écrire. Ses gestes, d'abord hésitants, devinrent plus fluides, plus assurés. Il ne traça pas les étapes de résolution habituelles, celles que Moreau enseignait avec tant de rigueur. Au lieu de cela, il écrivit une série de chiffres, de symboles, de fractions, non pas de manière linéaire, mais en dessinant des connexions, des flèches, des parenthèses imbriquées qui semblaient, aux yeux non avertis, une sorte de gribouillis complexe. C'était sa propre logique visuelle,
une représentation spatiale du problème tel qu'elle se manifestait dans son esprit, un cheminement non conventionnel, mais d'une exactitude parfaite. Les premiers murmures de moquerie s'éteignirent. Les élèves, intrigués par cette écriture singulière, se penchaient en avant, essayant de déchiffrer ce qui s'affichait sur le tableau. Le professeur Moreau, d'abord incrédule, puis visiblement agacé, s'apprêtait à l'interrompre, à lui ordonner de reprendre la méthode enseignée. Mais quelque chose dans l'assurance tranquille d'Arthur, dans la précision presque mécanique de ses gestes, le retint. Une intuition, infime mais persistante, lui souffla d'attendre, de laisser le garçon aller au bout de son étrange démonstration. Arthur termina. Il avait rempli une bonne partie du tableau, des chiffres et des symboles s'entremêlant en une toile complexe pour arriver à un résultat final, inscrit en grand encadré d'un trait épais. Il posa la craie, fit un léger pas en arrière et ses yeux pour la première fois se posèrent sur le professeur Moreau, un regard sans attente, sans défi, juste une pure expression d'accomplissement, une œuvre silencieuse achevée. Le silence était redevenu complet, mais cette fois il n'était pas lourd de mépris mais chargé d'une stupéfaction collective. Moreau s'approcha lentement du tableau. Ses yeux balayèrent la solution d'Arthur, revenant plusieurs fois sur certains passages, son front se plissant de concentration. Il sortit sa propre calculatrice, refit les calculs, vérifia chaque étape avec une prudence grandissante. Il cherchait l'erreur, la faille, la raison de cette absurdité apparente mais ne trouvait rien. Au contraire, chaque vérification ne faisait que confirmer l'exactitude du résultat, la justesse de chaque fraction, de chaque variable, malgré une méthode qui lui était totalement étrangère, presque alien. Finalement, il recula d'un pas, son visage pâle. La solution était parfaite. L'équation qu'il avait lui-même jugée impossible pour des élèves de ce niveau avait été résolue par Arthur, non seulement correctement, mais avec une élégance mathématique que Moreau n'avait jamais vue. La craie, posée sur le rebord du tableau, semblait irradier une lumière nouvelle. Ce n'était pas seulement un problème de maths qui avait été résolu, c'était une perception entière qui venait d'être bouleversée, un génie silencieux qui s'était révélé, inattendu et incontestable. Un silence profond et stupéfait s'abattit sur la salle. Ce n'était plus le silence moqueur du début, mais un mutisme respectueux, presque religieux. Les élèves, qui quelques instants plus tôt ricanaient et chuchotaient, restaient immobiles, leurs yeux rivés sur le tableau, puis sur Arthur, puis à nouveau sur Moreau. Leurs visages, marqués par l'incrédulité, reflétaient une compréhension naissante, une réalisation que ce garçon étrange souvent ignoré venait de faire preuve d'une capacité qui les dépassait tous. Certains avaient la bouche légèrement ouverte, comme s'ils s'apprêtaient à parler, mais ne trouvèrent pas les mots. Le professeur Moreau, lui, ne dit rien pendant de longues secondes. Son visage était une toile où se peignaient tour à tour le choc, la confusion, puis une forme de reconnaissance émergente, teintée d'une gêne manifeste. Il passa une main sur son front, comme pour effacer le doute, pour s'assurer que ce qu'il venait de voir n'était pas une illusion. L'autorité qu'il avait affichée tout à l'heure s'était évaporée, remplacée par une humilité inattendue. Son regard sur Arthur n'était plus celui du jugement, mais celui d'une admiration contenue, mêlée d'un profond remords pour la manière dont il l'avait traité. Une jeune fille, Sarah, habituellement discrète, déplaça légèrement sa chaise, le grincement brisant le silence, attirant tous les regards. Elle ne dit rien, mais son visage exprimait une surprise authentique et une lueur de compréhension traversa ses yeux. Elle jeta un coup d'œil à Arthur, non plus avec la curiosité habituelle, mais avec une forme nouvelle de considération, presque de la déférence. Pour la première fois, le rideau de l'incompréhension commençait à se lever, révélant la lumière du génie d'Arthur. Invisible jusqu'alors pour la plupart d'entre eux, les camarades de classe échangèrent des regards. Certains hochèrent la tête lentement, comme s'ils digéraient l'ampleur de ce qu'ils venaient de voir. D'autres détournèrent les yeux, visiblement mal à l'aise d'avoir participé, même passivement, à l'humiliation d'Arthur. La dynamique de la classe avait été brisée. La hiérarchie implicite, où Arthur occupait la place du marginal, était en train de s'effondrer sous le poids d'une vérité incontestable. L'image du cancre s'effaçait, remplacée par celle, déroutante, d'un esprit exceptionnel qui avait toujours été là, sous leurs yeux, mais qu'ils n'avaient jamais su voir. Le professeur Moreau toussa, un son sec qui semblait le ramener à la réalité. Il replaça ses lunettes sur son nez, ses mains tremblant légèrement.
Il s'apprêtait à prendre la parole, mais les mots semblaient se coincer dans sa gorge. Il regarda Arthur, ce jeune garçon qui était resté silencieux pendant tant de temps, et vit en lui non plus un problème à gérer, mais un mystère à explorer, un esprit à comprendre, une intelligence à laquelle il n'avait pas rendu justice. L'impact de cette révélation était profond, personnel, bien au-delà de la simple résolution d'une équation. L'atmosphère de la salle de classe, habituellement chargée de bruits et de mouvements, resta figée dans cet instant de révélation. Les cahiers étaient restés ouverts, les stylos immobiles. Les élèves et leurs professeurs avec eux venaient d'assister à un moment charnière, une démonstration éclatante que l'intelligence ne se conformait pas toujours aux attentes, qu'elle pouvait se cacher derrière le silence et la singularité. Ce fut un choc, une prise de conscience brutale et nécessaire qui allait changer à jamais la perception d'Arthur au sein de cette école et peut-être au-delà. Moreau se dirigea lentement vers Arthur. Chaque pas était lourd de la reconnaissance d'une erreur, d'une injustice. Il s'arrêta devant lui, et sans prononcer un mot, il tendit sa main, non pas pour l'interroger ou le réprimander, mais dans un geste de pure et simple réconciliation. Sa paume était ouverte, invitant, non pas exigeant. Arthur, surpris par ce contact inattendu, hésita un instant, son regard balayant la main tendue, puis le visage du professeur. C'était un geste simple, mais chargé d'une signification immense, un pont jeté par-dessus le fossé d'incompréhension qui les avait séparés jusqu'à présent. Arthur posa sa propre main dans celle de Moreau. Le contact fut bref, mais ferme. Il ne sourit pas, son visage restant empreint de cette même impassibilité, mais ses doigts ne s'agitèrent plus, un signe imperceptible de l'apaisement intérieur qui l'envahissait. Ce n'était pas une victoire exubérante, mais une acceptation silencieuse, une reconnaissance mutuelle qui se jouait loin des mots, dans le langage subtil des gestes. Le professeur serra légèrement sa main, un signe d'encouragement discret, de respect retrouvé. Pour la première fois, Arthur sentait qu'il était vu, non pas comme un problème, mais comme une personne à part entière, avec ses propres forces. Moreau se tourna vers la classe, ses yeux balayant les visages de ses élèves encore stupéfaits. Sa voix, habituellement si autoritaire, était douce, presque contrite. Arthur vient de nous montrer une manière de penser différente et incroyablement efficace. J'avoue que je n'avais pas saisi l'étendue de ses capacités. Les mots étaient simples, sans fioriture, mais leur sincérité résonnait dans la pièce. C'était une admission d'erreur publique, un acte d'humilité qui marquait un tournant dans la perception collective d'Arthur au sein de l'école. Le professeur, d'habitude si rigide, venait de briser ses propres murs. L'impact sur les élèves fut immédiat. Les regards de moquerie s'étaient mués en curiosité respectueuse. Quelques-uns hochèrent la tête en signe d'approbation. Sarah, la jeune fille aux yeux attentifs, esquissa un léger sourire en direction d'Arthur. Un sourire timide mais sincère, une invitation muette à une nouvelle forme d'interaction. C'était un changement subtil, mais fondamental, une réinitialisation de la dynamique de groupe. Arthur n'était plus le paria, mais celui qui avait étonné, celui dont le talent venait d'éclater au grand jour, forçant chacun à reconsidérer ses préjugés. Après la cloche libératrice, Moreau retint Arthur quelques instants. Il ne lui parla pas de l'équation, mais de sa méthode, de cette capacité à visualiser les problèmes d'une manière unique. « Arthur, j'aimerais que nous puissions discuter plus en détail de la façon dont vous voyez les choses, peut-être après les cours ou la semaine prochaine. » C'était une proposition, non une contrainte, une ouverture. Arthur hocha la tête, un accord silencieux. Il n'avait pas besoin de plus. Le professeur avait compris l'essentiel. Il y avait un monde en lui qui méritait d'être exploré, non pas étouffé. Le professeur Moreau, pour la première fois, sentait le poids de ses propres certitudes s'alléger. Il réalisa qu'il avait jugé trop vite, qu'il avait manqué de patience et de curiosité. Ce geste de respect envers Arthur, cette main tendue, n'était pas seulement pour l'élève, mais aussi pour lui-même, une manière de réparer une injustice et d'ouvrir son propre esprit à d'autres formes d'intelligence. Le changement était amorcé, un pas fragile mais décisif vers une reconnaissance tardive, mais profondément significative du potentiel inattendu d'Arthur et de la valeur de sa différence. En rentrant à la maison, le silence d'Arthur était différent. Ce n'était plus un silence d'isolement ou de repli forcé, mais une quiétude méditative, une absorption dans les événements de la journée.
Il ne raconta rien à ses parents, se contentant de hocher la tête quand sa mère lui demanda comment s'était passée l'école. Ses parents, habitués à son mutisme, ne s'inquiétèrent pas outre mesure, ne décelant pas la transformation qui avait eu lieu en lui. Pour Arthur, les mots étaient superflus. La vérité de ce qui s'était passé résidait dans le sentiment, une chaleur nouvelle qui se diffusait en lui. Une fois dans sa chambre, Arthur ne se jeta pas sur ses cartes ou ses livres. Au lieu de cela, il s'assit sur son lit, les jambes croisées, et regarda par la fenêtre. Le ciel, teinté des couleurs du crépuscule, offrait un spectacle de nuances qu'il percevait avec une acuité particulière. Chaque dégradé de violet, de rose, d'orange, était une note dans une symphonie visuelle. Ses sens, habituellement en alerte face à l'agression extérieure, étaient maintenant apaisés, réceptifs à la beauté simple du monde, comme s'ils avaient été recalibrés par l'événement de l'après-midi. Il pensa à la main du professeur Moreau, à sa chaleur, à la surprise qu'il avait ressentie. C'était la première fois qu'un adulte, en dehors de ses parents, lui tendait la main avec autant de sincérité, sans jugement, sans attente. Ce geste, plus que la résolution de l'équation, avait résonné en lui. Il avait ouvert une brèche dans le mur de méfiance qu'il avait érigé autour de lui. Une graine de confiance, fragile mais réelle, venait d'être plantée, apportant un peu de lumière dans son monde intérieur souvent sombre et tourmenté. Une légère angoisse, habituelle compagne de ses soirées, ne se manifesta pas. Au lieu de cela, une sensation d'apaisement se répandait. Il se sentait moins seul, moins incompris. Le fardeau de sa différence, ce poids qu'il portait chaque jour, s'était allégé, ne serait-ce que pour un instant. Il réalisa que la reconnaissance pouvait venir, qu'elle n'était pas une chimère lointaine, et que parfois, même les personnes les plus rigides pouvaient changer leur perception et voir au-delà des apparences, au-delà des préjugés. Ces rituels, habituellement des bouées de sauvetage dans l'océan de son anxiété, lui parurent ce soir-là moins nécessaires. Il ne ressentit pas le besoin de compter les livres sur son étagère, ni d'aligner ses crayons avec une précision millimétrée. Un nouveau calme s'était installé en lui, un espace de tranquillité où son esprit pouvait vagabonder librement, sans la contrainte de la surstimulation ou de la peur du jugement. C'était une liberté inattendue, un moment de pure quiétude. Avant de dormir, il repensa au tableau, aux chiffres qu'il avait tracés et à la réaction de Moreau. Ce n'était pas seulement son intelligence qui avait été révélée, mais sa manière d'être, sa particularité qui avait été acceptée. C'était un pas immense, une victoire silencieuse mais profonde. Le chemin serait encore long, il le savait intuitivement, mais une porte s'était ouverte, et le sentiment d'espoir, délicat et précieux, commençait à germer en lui, promesse d'un avenir où sa singularité pourrait enfin être une force, non plus une faiblesse. Le lendemain, le changement d'atmosphère à l'école fut subtil, mais perceptible. Dans les couloirs, les regards sur Arthur n'étaient de plus empreints de curiosité moqueuse, mais d'une sorte de respect nouveau, teinté de perplexité. Des chuchotements s'élevaient encore à son passage, mais cette fois-ci, ils concernaient son talent, sa façon de calculer extraordinaire. Les élèves se montraient plus prudents, plus hésitants à le taquiner, comme s'ils avaient pris conscience d'une profondeur insoupçonnée chez ce garçon qu'ils avaient trop longtemps sous-estimé et réduit à sa seule différence. En classe, le professeur Moreau adopta une nouvelle approche avec Arthur. Il ne le mit plus sous les projecteurs de manière agressive, mais le sollicita avec plus de douceur, en lui posant des questions qui stimulaient sa réflexion sans le mettre en difficulté sociale. Il intégrait des problèmes plus complexes au programme, ceux qui autorisaient des solutions non conventionnelles, espérant ainsi encourager la singularité d'Arthur plutôt que de la réprimer. Il ne s'agissait pas de le privilégier, mais de lui offrir un cadre où son intelligence atypique pouvait s'exprimer sans entrave. Madame Dubois, la directrice, fut informée par Moreau de l'incident et de la révélation. Intéressée par ce revirement, elle convoqua les parents d'Arthur pour une discussion plus approfondie. Elle proposa de mettre en place des aménagements spécifiques, d'explorer des ressources pédagogiques adaptées aux enfants à haut potentiel et neuroatypiques, une démarche qui jusqu'alors lui avait paru hors de portée. Ce n'était pas une solution miracle, mais la reconnaissance institutionnelle que le système devait s'adapter à Arthur, et non l'inverse, une première étape essentielle. Dans la salle des professeurs, les discussions sur Arthur prirent une autre tournure. Les commentaires négatifs sur son manque d'attention ou sa distraction
firent place à des interrogations sur la manière de mieux comprendre et d'intégrer les élèves ayant des modes de pensée différents. Certains enseignants commencèrent à remettre en question leurs propres méthodes, à s'interroger sur la rigidité de leurs évaluations. Une graine de réflexion sur la neurodiversité, jusque-là inexistante, commençait à germer dans l'esprit collectif du corps enseignant, ouvrant la voie à des approches plus inclusives. Les parents d'Arthur, d'abord sceptiques, commencèrent à entrevoir un espoir. La mère d'Arthur, Valérie, se sentit validée dans ses observations, ses intuitions maternelles sur le génie de son fils enfin reconnu par l'institution scolaire. Le père, Jean-Luc, un peu dépassé mais visiblement soulagé, commença à s'intéresser davantage aux particularités d'Arthur, posant des questions plus ouvertes, cherchant à comprendre son monde. Cette reconnaissance extérieure permit à la famille de se sentir moins isolée, de trouver un nouveau chemin vers la compréhension et le soutien mutuel. La communauté scolaire, dans son ensemble, commença à opérer une lente mais nécessaire mutation. La performance d'Arthur n'était pas un événement isolé, mais un catalyseur qui révélait la nécessité d'une réflexion plus profonde sur la diversité des intelligences et les échecs du système à les accueillir. Les premières graines d'une transformation étaient plantées, annonçant une évolution possible vers une école plus flexible, plus humaine, capable de voir au-delà des apparences et de valoriser chaque forme d'intelligence, même la plus inattendue, comme celle d'Arthur. Arthur, lui, continuait son chemin imperturbable. Les regards changés, les questions plus respectueuses, les tentatives d'approche de certains camarades ne modifièrent pas fondamentalement son comportement. Il ne cherchait pas la gloire ni la popularité. Sa quête était ailleurs, dans la compréhension du monde qui l'entourait, dans la beauté des nombres et la logique des systèmes. Le léger apaisement qu'il ressentait était le plus grand des cadeaux. La confirmation silencieuse que sa place existait, même si elle restait singulière, hors des sentiers battus de la normalité. Un après-midi, il fut surpris de voir Sarah, la jeune fille qui avait souri, l'attendre à la sortie des cours. Elle ne dit rien de particulier, juste un simple « Salut, Arthur ». Ce fut le début d'une interaction inattendue, non pas une conversation bruyante, mais une compagnie silencieuse et respectueuse. Elle le laissait observer le monde à son rythme, sans chercher à le forcer à s'adapter. Ce fut une amitié fragile, construite sur le respect de la différence, un fil ténu mais précieux dans le tissu de sa vie qui le sortait de son isolement le plus complet. Le professeur Moreau, conscient de son rôle, se mit à lire des ouvrages sur la neurodiversité et la surdouance. Il voulait comprendre, non pas par obligation, mais par un désir sincère de ne plus reproduire ses erreurs passées. Sa rigueur habituelle se transforma en une curiosité bienveillante, une ouverture d'esprit qu'il transmettait, sans le savoir, à ses autres élèves. La classe devint un laboratoire d'apprentissage mutuel, où le professeur apprenait autant de la singularité d'Arthur que l'élève apprenait des structures mathématiques. L'histoire d'Arthur ne fut pas celle d'une intégration parfaite, ni d'une résolution complète de ses défis. Les difficultés persistaient, les surcharges sensorielles étaient toujours là, et le besoin de ces rituels apaisants demeurait. Mais quelque chose de fondamental avait changé, le regard des autres. Il n'était plus perçu comme un étranger à corriger, mais comme un esprit à célébrer, un potentiel à cultiver. Cette reconnaissance était la clé qui avait fait basculer son monde, ouvrant des portes là où il n'y avait eu que des murs. La lutte pour l'inclusion et la compréhension était loin d'être terminée, pour Arthur comme pour d'autres enfants comme lui. Cependant, cette journée avait marqué un jalon important. Elle avait montré que l'intelligence se manifestait sous des formes multiples, souvent insoupçonnées, et que la véritable sagesse résidait dans la capacité à voir au-delà des apparences, à embrasser la diversité des esprits. Le système éducatif avait été ébranlé, forcé de se regarder en face, et les premières étapes d'une adaptation nécessaire avaient été franchies. Arthur, le jeune garçon aux yeux rêveurs et à l'esprit brillant, continuait à regarder le monde avec sa logique unique. Il portait en lui la certitude que sa différence était aussi sa force, et que même s'il ne parlait pas toujours le même langage que les autres, il avait quelque chose d'essentiel à partager. Le soleil se couchait sur l'école Sainte-Marie, projetant de longues ombres sur les murs de briques. Et dans cette lumière douce, on pouvait imaginer Arthur, seul mais non plus isolé, traçant de nouvelles équations, non plus sur un tableau, mais dans l'infini des possibilités de son esprit, enfin
reconnu.